Bonjour Sébastien, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Sébastien Léral. Je vis et travaille à Châtel-Guyon, en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Je suis plasticien depuis une trentaine d'années et j'ai la chance d'être accueilli à Brive, une ville que je connais bien, par l'intermédiaire de Vincent et de Thierry Carrier, qui a déjà exposé dans ce lieu. La série présentée dans le cœur de la chapelle est assez différente de tes créations habituelles. Comment t'est venue l'idée de travailler autour du thème de Sisyphe? Le thème de Sisyphe, parce que je suis assez proche de la lecture des textes d'Albert Camus, dont je tire beaucoup d'enseignements et avec lesquels j'essaye de mettre en pratique une idée intellectuelle qui est développée dans son discours. Le mythe de Sisyphe, parce que je lis le contexte dans lequel on vit comme une espèce d'absurdité à laquelle est confronté bien évidemment Sisyphe, et que dans son propos, Camus explique cette recherche, cette déambulation, une espèce de rapport avec la vie, du quotidien qui se répète, comme on pourrait le voir dans les œuvres. Et il y avait aussi l'intérêt de formuler une image qui peinte, bien sûr, qui cette fois-ci n'était pas forcément spectaculaire et tournée vers l'humain, mais vers la nature morte, un sujet que je n'avais jamais abordé. Et je retrouvais là une base de cheminement qui me questionne, parce que ça me met en difficulté, en déséquilibre. Et comme je suis en recherche d'avancée perpétuelle, je trouvais là une bonne base. Voilà. Le livre, Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus fait l'éloge de l'absurde. Tes œuvres défient les conventions et les normes sociales. Te considères-tu comme un artiste de l'absurde? Au vu des références, ce serait un peu prétentieux. Un artiste de l'absurde, peut-être pas. C'est plutôt ce concept-là que je retrouve un petit peu partout, notamment quand je regarde les événements sociaux, notamment, auxquels je suis assez sensible, où il apparaît quelque chose qui relève de l'absurdité. Mon travail, c'est pas d'en faire l'éloge, mais toujours de questionner. J'ai pas non plus davantage de réponses à donner. J'ai déjà du mal à trouver les miennes et de les harmoniser entre ma vie et mon travail. Mais effectivement, c'est un thème peut-être plus intéressant aujourd'hui pour moi, avec mon âge, mon avancée et ma capacité à observer la société dans laquelle je vis et avec laquelle j'essaye de vivre. Dans ce projet, tu as 12 000 peintures à faire pour une centaine d'années de travail. Tu penses être immortel? Quelle relation entretiens-tu avec la mort? Je dis toujours, le début et la fin ne m'intéressent pas, en tout cas de moins en moins. J'essaie de me concentrer sur le ici et maintenant. Le fait que ce cheminement, cette voie, soit quelque chose qui n'a pas de fin, requiert encore davantage d'intérêt dans une société où il faut avoir des désirs, les accomplir, qu'il y ait un début, une fin, du bien, du mal. Et ce rapport-là ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je ne souhaite pas qu'il intervienne dans mon évolution et dans la réflexion que j'engage au travers de ce travail. Dans une de tes séries, tu fais référence au Wendigo, une créature surnaturelle, maléfique et cannibale, qui est issue de la mythologie des Amérindiens du Canada. La légende du Wendigo illustre les dangers de l'isolement et de l'égoïsme, ainsi que de l'importance de la communauté. Selon toi, quel est le rôle de l'artiste dans notre monde qui est peuplé de Wendigo? C'est extrêmement délicat de répondre à ça parce que prendre une position par rapport à une définition de ce que pourrait être un artiste, c'est souvent entendu comme rejeter la position des autres. Or, c'était la discussion que j'avais avec mon ami Thierry Carrier hier. J'ai appris avec le temps à comprendre qu'avoir raison soi ne peut pas donner tort à l'autre. Et l'inverse est fondamental. L'autre peut avoir raison sans me donner tort. Ce que doit être l'artiste aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je me dois d'être, moi, dans ce cheminement artistique et culturel, c'est certainement quelque chose qui fait le lien social, politique, économique, avec une remise en question des choses que j'ai pu apprendre, moi, dans mon parcours singulier, comme celui de chacun, et que j'aime bien re-questionner, balancer.
C'est dans cette espèce de déséquilibre permanent que j'arrive, moi, à trouver un équilibre et vraiment une harmonie, quelque chose qui ressemble au bonheur. J'ai du mal à définir ce que c'est que le bonheur, mais je me sens extrêmement bien aujourd'hui dans cette société. Les références à l'art asiatique et à la culture japonaise viriliste, les samouraïs, les arts martiaux, le code d'honneur sont présents dans tes œuvres et tes performances. Tu pratiques l'aïkido. Quelles valeurs penses-tu véhiculer dans tes œuvres et tes performances? Alors d'abord, par rapport à la discipline martiale que je pratique, avec laquelle j'évolue, il n'y a pas du tout cet aspect viriliste, dans le sens où c'est une discipline avec laquelle on travaille hommes et femmes, catégorie d'âge, de poids, tout est mélangé, on travaille tous ensemble. Et c'est peut-être même l'inverse de la virilité, parce que toutes les capacités qui nous différencient entre hommes et femmes ne doivent pas prendre place. Au contraire, on doit s'en détacher. Et je dirais que j'ai été à l'aïkido parce que j'avais déjà le fondement du questionnement intellectuel qui se rapprochait des valeurs que véhiculent effectivement toutes ces disciplines-là. Et ça m'a permis d'expérimenter avec mon corps ce rapport d'un à l'autre, finalement avec lequel j'avais assez de facilité à déambuler intellectuellement. Mais certainement, comme nous tous, c'est pas une capacité supérieure, mais on est très très fort intellectuellement. Ce qui m'intéresse, c'est toujours d'incarner une projection de soi, là, en l'occurrence, vers l'autre. Et les valeurs, je ne vais pas parler d'aïkido, je ne suis pas forcément le meilleur représentant pour le faire. Il y a des gens qui le font très bien. En tout cas, en ce qui concerne mon travail, j'ai gardé de l'histoire de l'art, non plus les détails qui échafaudent l'histoire dans son déroulé, dans sa contextualisation, etc. Mais je me suis imprégné de la sève. Et j'ai vu quelque chose d'extrêmement intéressant. Pour moi, le petit gamin qui sortait de sa campagne avéronaise, c'est une espèce d'ouverture. Et dans l'histoire de l'art, on a la mise en perspective. On l'aurait aussi en philosophie, c'est-à-dire deux points de vue qui nécessitent un questionnement et qui formulent comme ça des vérités individuelles. Et ce qui me plairait, c'est d'avoir, c'est un peu utopique, c'est d'avoir comme ça une projection, d'associer ces vérités individuelles pour se rapprocher d'une réalité collective. Voilà, c'est un petit peu les valeurs avec lesquelles je travaille. Donc de bienveillance, donc de gentillesse, donc de prise de soin, d'accompagnement, de travail sur son ego. Alors, donc on va retrouver effectivement dans cette discipline les mêmes choses. Et c'est pourquoi, petit à petit, l'autre est rentré dans mon travail pour parfaire un petit peu mon point de vue. Sébastien, tu as travaillé auprès de jeunes autistes et tu es très investi au niveau humanitaire, notamment à Madagascar. Comment ce souci profond des autres s'illustre dans ta pratique artistique? Comme je le disais à l'instant, dans le cheminement que je parcours depuis 30 ans, qui avait commencé d'une manière plutôt chaotique, la découverte de ce que je me devais d'être passait nécessairement par une harmonisation avec l'autre. Et dans ce sens, l'autre a été complètement indispensable, justement, comme je le disais à l'instant, à ce point de vue extérieur. Qui je suis, moi, au-delà de ce que je ressens, de ce dont je suis certain intérieurement, et qui est souvent assez mal perçu par l'autre, et qui propose une image un petit peu comme ça, complètement dédoublée pour moi. Voilà, la plupart de mon travail est souvent pris à l'inverse de ce que je veux proposer. Et cet intérêt pour l'autre, ça a commencé d'abord par moi, dans le sens où il est nécessaire toujours d'apprendre à écouter l'autre, à poser 4 questions, à prendre le temps. Et cette question du temps, encore une fois, est essentielle. Et la peinture remet ce questionnement là dans la pratique de la production d'une image ou d'un objet.
à l'heure où l'intelligence artificielle arrive à grands pas pour générer des images et des images pour aller encore plus vite, il apparaît que la peinture, elle a un fondement essentiel, c'est le temps de fabrication, comme plein de métiers évidemment, mais comme on est en proie dans notre société à un flot d'images continuel, là, il y a un temps de fabrication et on est obligé, voilà, d'attendre. Et cette attente, elle est propice aussi pour pouvoir rencontrer l'autre sans être pressé, sans avoir de but particulier, mais pouvoir se mettre... Une artiste qui avait vu une de mes performances avait nommé cette performance « Être aux autres ». Voilà. C'est quoi être aux autres aujourd'hui, hein, au-delà de pouvoir acheter sa Mercedes et que l'autre te file les clés et la nettoie, etc. Et lui payer, bien sûr, en retour son échange. Mais est-ce que ça ne requiert pas aujourd'hui un travail très particulier pour être aux autres différemment? Pas forcément à l'ancienne, hein, mais peut-être plus tourné vers le futur. Voilà, comment je vais aborder les années qui arrivent sans générer davantage de peur. Pour ça, il faut que je comprenne les gens qui ont notre regard sur notre société, notamment mes enfants, par exemple. Parfois, tes œuvres s'attaquent au côté putassier de l'art et à la soumission de l'artiste à la loi du marché. Est-ce que pour combattre cet état de fait, que le bénéfice qui résulte de tes performances est reversé à des associations humanitaires? Là aussi, c'est une question à charge. Je n'attaque jamais. Je ne suis pas dans ce processus-là parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir le juste positionnement et d'avoir raison. Je préfère toujours le questionnement. Donc, c'est aller dans une question sans volonté propre. Le marché, il est ce qu'il est. J'ai appris à faire avec ce marché plutôt loin de moi, on va dire. Et j'ai réussi à m'apaiser avec ça en recentrant justement mon activité par rapport à mes valeurs. Donc il n'y a pas d'attaque particulière, si ce n'est de reconditionner notre rapport à nos systèmes d'échange. Et j'ai oublié du coup le reste de la question. Oui, effectivement, il y avait ce lien entre la manière dont on fait de l'échange et dont on s'adapte à l'autre, encore une fois. Eh bien, il semble que ça corresponde à beaucoup de monde. Eh bien, tant mieux, si les gens sont heureux dans ce système-là, j'ai rien à proposer à personne. Ce que je fais moi ne requiert aucune capacité particulière. Mettez-vous dans un atelier, passez votre temps à faire de la peinture, faire du jardin. Ne nécessite pas cette obligation d'être dans les valeurs du marché. Donc, pour moi, tout ça me va. En tout cas, j'ai appris à m'apaiser avec ça. Cela dit, effectivement, une partie des recettes financières de ma production seront versées à des associations caritatives qui prennent soin des gens, qu'ils soient ici ou ailleurs. Et ça aussi, c'est un questionnement peut-être un peu plus personnel dans comment on incarne une idée, comment aujourd'hui on peut incarner une idée d'un art social et qu'est-ce qu'on est prêt à perdre là-dedans. Voilà. Et parfois, comme la série Sisyphe, où je vais vers quelque chose où je ne gagnerai pas, je ne perdrai pas, il faut le faire. Là aussi, mon investissement humanitaire, certains qualifieront de inutile ou absurde parce qu'il ne sert à rien, je ne changerai pas le monde. Mais je ne peux pas ne pas essayer. Je me souviens quand j'avais 8 ans, je regardais le monde du haut du COS qui se trouvait au-dessus de chez mes parents. Et pour moi, c'était un monde infini et je ne voyais pas comment j'allais arriver à me déplacer au-delà de ce COS-là. Mais j'ai gardé cette utopie de vouloir changer le monde. Mais en fait, c'était juste moi, je devais me déplacer. Donc aujourd'hui, ça m'oblige aussi à me déplacer, à comprendre la condition humaine d'autres personnes qui viennent de Côte d'Ivoire. On se déplace à Madagascar. Et c'est pas juste apporter encore une fois une réponse, c'est questionner qui ils sont. Et quand je vais sur place et que je visite les prisons, les hôpitaux psychiatriques, des choses qui sont insoutenables, étrangement, j'ai très peur d'y aller. Et c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à m'expliquer. J'ai extrêmement peur de revenir chez moi. Parce que je suis ici. Il y a la culture, il y a les gens que j'aime, mon travail. Et je ne sais pas trop m'expliquer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça nourrit chez moi une volonté, encore une fois, comme ce gamin de 8 ans qui regarde les mondes au braque, de vouloir avancer et pour essayer de faire quelque chose.
tes peintures montrent une certaine virtuosité technique. Tu tiens au réalisme de tes représentations, à leur finition très précise. Pourtant, les performances que tu proposes au public visent à dégrader tes œuvres en les perforant, les recouvrant de peinture industrielle, en les découpant. Pour quelle raison ? Encore une fois, c'est une vision de ma production que je n'ai pas du tout. Il n'y a jamais de mot de dégradation que j'emploie. Les choses sont à parfaire. Je fournis une image peinte, figurative pour la plupart, depuis une trentaine d'années. Et pour moi, il n'apparaît là que la production d'une image qui est peinte, bien sûr, qui recolle l'histoire de l'art, au temps de fabrication et tout ce qu'incarne la peinture elle-même au-delà de moi. Cela dit, aujourd'hui, je ne me sens pas au XVIIe siècle. Et je me dis, tous les moyens qu'on a et cette avancée qu'on a dans le dialogue au fil du temps, est-ce qu'on ne peut pas le mettre aussi en scène, en jeu dans le meilleur côté, bien sûr, de son interprétation, et que cette rencontre se passe sur la toile. Au-delà, encore une fois, des capacités de chacun. On n'est pas tous peintres, voilà. On n'est pas tous agriculteurs non plus. On n'est pas tous politiques, on n'est pas tous scientifiques. Même si aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a vu 3 vidéos YouTube et qu'on se surprend un petit peu à être plus spécialiste que les spécialistes, à avoir un raisonnement sur tout, des réponses à tout. Eh bien là, il y a un espace de communion et peut-être qu'au vu des capacités de chacun, on pourrait penser à une confrontation, mais on va essayer de s'harmoniser. Voilà. Et le résultat, le résultat esthétique vient effectivement brouiller un petit peu la lecture qu'on peut avoir d'une rencontre entre deux cultures, entre deux personnes. Il faut arriver à dépasser ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a un concept qui est souvent assez simplifié, qui permet aux gens justement d'aller essayer de lire l'œuvre avec un autre point de vue, avec un point de fuite différent. Un petit peu comme nos yeux, ils ne sont pas parallèles, hein, ils sont convergents. Et c'est ces deux points de vue qui, une fois harmonisés dans le cerveau, nous permet de percevoir avec plus de finesse ce que l'image seule, qu'une seule image ne pourrait pas permettre. Voilà. Et j'ai appris que les mathématiques, c'était aussi un petit peu ça, c'est-à-dire comment on perçoit une réalité collective un petit peu plus fine que notre propre vérité individuelle. Voilà, c'est des termes que j'essaie d'expérimenter pour bien comprendre la profondeur de ce que ça signifie. Ces derniers mois, il y a eu une multitude d'attaques et de tentatives de dégradation d'œuvres d'art dans les musées de la part de militants politiques. Penses-tu que cette démarche soit la bonne pour alerter contre les menaces qui pèsent sur notre monde ? Je ne sais pas. Et je pense que c'est une réponse qu'on n'emploie plus tellement aujourd'hui et qu'on pourrait aussi mettre en œuvre bien souvent. Je ne sais pas parce qu'on voit bien que les choses n'avancent pas. On voit bien que chaque individu reçoit les choses d'une certaine manière, est capable de les analyser avec sa vie, son histoire et tout ça, et il va avoir une réponse propre. Elle ne me correspond pas forcément. Je ne suis pas quelqu'un de violent, et cette violence-là, je ne l'emploierai pas. C'est aussi ce que je fais dans mon travail plastique, notamment au travers de mes performances. Je ne génère jamais une idée violente. Cela dit, je vois bien que, par exemple, pour une performance qui va avoir lieu ici, elle est prise toujours, quasiment toujours, à 98%, comme quelque chose d'extrêmement violent envers moi-même. Donc, et ce n'est pas du tout mon propos, c'est plutôt un propos constructif. Donc quand je regarde les autres, et qu'à mon tour je suis spectateur, je me méfie un peu de mon objectivité. Voilà. C'est-à-dire que si ça ne me correspond pas, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Quand on voit dans les manifestations aujourd'hui, eh ben oui, je comprends aussi qu'il y a des gens qui soient complètement désespérés au point que de ne pas être entendus, la seule manière d'être entendu, c'est d'aller physiquement impacter les choses. Et c'est vrai que notre société aujourd'hui, elle a une petite problématique avec la place du corps dans la société. Le PDG d'Air France peut limoger 7000 personnes et donc 7000 familles dans une précarité certaine. Par contre, on lui arrache sa chemise, ça c'est insoutenable. Voilà, c'est juste un regard. Je ne sais pas quoi dire de ça. Ouais, je suis assez embêté. Voilà. Ce qui est violent, parfois,
C'est vrai que physiquement, c'est très impactant. Et à la fois, la violence sociale qui monte de plus en plus me fait assez peur, c'est pas le mot, mais en tout cas m'inquiète suffisamment. Parce que quand on va au bout du monde, dans les pays les plus dégradés socialement, c'est très très vite difficile et très très compliqué. Se prémunir de ça, je ne sais pas quels moyens il faut. Peut-être qu'il faut tous les moyens en fait. Et peut-être qu'il faut vraiment une cohésion, une harmonie, c'est-à-dire à nouveau des points de vue philosophiques, sociaux, des mecs qui se battent, les flics, les politiques, des curés, pourquoi pas. En tout cas, voilà, des groupes religieux, des groupes sociaux, des groupes politiques, et vraiment qu'on arrive à parler. C'est-à-dire à nouveau qu'on prenne le temps de comprendre ce que c'est qu'un dialogue, comment on s'assoit autour d'une table, comment on apprend à écouter l'autre, à se taire surtout, et pas se projeter dans les réponses immédiates, mais vraiment prendre un temps où là encore la peinture permet de s'obliger à prendre le temps, perdre un peu de temps. Voilà. Et pour revenir du coup à Sisyphe, on imagine que tous les matins, il avait un boulot à faire, c'est monter sa pierre. Alors, aussi terrible que ce soit, on peut l'imaginer en tout cas, il y avait un objectif. Et une fois arrivé à haut, il avait accompli son objectif. On n'a pas d'image de ça. La pierre redescend et lui, il se retrouve comme un con à haut. Et maintenant, il faut redescendre, sans rien, sans objectif, juste avec le sentiment de l'achèvement d'une tâche. Et là, merde, ça va recommencer. Et certains penseurs imaginent que dans ce temps-là, il y avait l'ennui, dans lequel il se retrouvait complètement confronté à l'absurde et qui lui a permis à lui, alors selon Camus, de reprendre le cours de sa vie, de re-questionner qu'est-ce que c'était la mesure, sa volonté et d'arriver au bonheur. Et ça nécessite donc l'ennui et donc le temps de s'ennuyer. Et aujourd'hui, on est dans une société qui gomme complètement ce temps où il ne se passe rien, où on est dans l'attente, où on n'a pas forcément répondu à un désir quelconque. Alors qu'on est sans cesse envahi de désirs, d'images, on est sans cesse occupé par du spectacle et on ne s'ennuie quasiment plus. Donc on n'a quasiment plus les moyens, en tout cas on nous les offre peu, de nous diriger vers un temps de réflexion. Pour nous, alors pour qu'il en reste un peu pour les autres, c'est un peu compliqué, c'est sûr. Je suis long, non ? Je t'ai dit que j'étais bavard. Hein. Le tatouage est omniprésent et visible sur ton corps. Les motifs sont pour partie proposés par les visiteurs et ensuite choisis par toi et tatoués. Dès lors, j'ai une question. Quel est le statut de ton corps ? Support sensitif ? Mur neutre qui accueille des graffitis aléatoires ou autre chose ? Il y a une précision à donner, c'est que effectivement les gens choisissent un motif, mais je ne pose pas de sélection dessus. Les gens viennent me tatouer directement ce qu'ils souhaitent. Je ne regarde pas ce qui est bien, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Ça ne m'importe peu. L'idée de cette performance qui aura lieu, notamment à Brive, c'est la performance libre, alors avec une écriture un petit peu particulière qui donne deux mots différents, dans laquelle effectivement j'essaye de re-questionner qu'est-ce que c'est que la liberté aujourd'hui, l'un des trois piliers fondamentaux de notre système politique-social, liberté, égalité, fraternité. Et la liberté, moi, encore une fois, Bertholène, c'est ce qui s'arrêtait là où commençait celle de l'autre. Donc, évidemment, dès qu'il y avait un autre, j'étais plus libre. Et les lectures et les discussions aussi m'ont permis peut-être d'entrevoir une autre façon de considérer la liberté. Aujourd'hui, j'en donnerai la définition suivante, c'est l'espace intime dans lequel j'accueille l'autre et s'il le souhaite, de l'accompagner à être ce que lui se doit d'être. Alors là-dedans, on est encore dans une recherche personnelle, fondamentale de qui on doit être, mais on peut accompagner aussi l'autre comme un point de vue extérieur. À ce moment-là, nous sommes un point de fuite différent, et s'il en a besoin, l'accompagner. Ça veut dire être à l'écoute, ça veut dire accepter un autre postulat et aussi d'autres réponses, et peut-être l'accompagner là-dedans. Politiquement, ça me semble
fondamental, encore une fois, de faire fonctionner un pays non pas avec la majorité, mais avec une compréhension de l'ensemble. Parce que tout le monde doit appliquer le même projet politique. Donc dans cet espace-là, qui est culturel, artistique, recentré sur une performance, un temps en France, avec une petite partie de personnes, j'expérimente ce rapport-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as à dire? Et je me propose comme support, dans un premier temps, comme un support qui va porter ton discours toute sa vie, durant. Voilà. Est-ce que ce support, il est neutre? C'est-à-dire qu'au moment de la performance, effectivement, il est neutre. Je suis masqué, il ne se dégage pas d'émotion particulière. Mais tous les jours, en fait, je dois m'harmoniser avec le corps et donc avec l'expression de chacun. Et je vois, même si je l'oublie, on me le rappelle bien souvent, que j'ai un corps qui est particulier à l'approche, parce qu'il est effectivement chargé de plein de choses assez illisibles, pas forcément jolies. On retrouvera le sens d'une des questions par rapport à l'esthétique. Effectivement, je ne sais pas ce qui est beau, en fait. En tout cas, pour moi, ça a du sens. Je porte la parole de certaines personnes que j'ai croisées dans ma vie et qui ont pu changer la nature même de mon corps. Alors, c'est en surface et un petit peu à l'intérieur du derme, mais c'est pas que ça. C'est aussi tous les jours comment on porte ce corps à l'autre sans l'effrayer, avec un sourire, avec de la bienveillance. Donc, on retombe sur les valeurs dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est vraiment un corps social, politique, artistique, et c'est pas juste un média détaché du reste. Ça fait partie de ma vie, et c'est comme ça que j'entends l'art depuis bien longtemps. Peux-tu nous éclairer sur cet aspect de ta démarche artistique en général, et plus particulièrement sur cette œuvre qui expose une partie physique de toi-même, un morceau de ton oreille gauche? Oui, effectivement, cette œuvre est emblématique de la problématique que j'ai à expliquer mon travail. Et c'est pour cet élément de raisonnement que je cherche quelqu'un qui est capable de mettre des mots assez simples et proposer encore une fois un autre point de vue à ce que généralement on me retourne, c'est-à-dire oui, c'est de l'automutilation, alors que pour moi il ne s'agit pas du tout de ça. J'ai été invité il y a quelques années à participer à une exposition qui était contre la censure. C'était dans une galerie de Rome. Et pour moi, comme je ne suis pas dans le combat, et comme je ne veux pas être contre, j'ai essayé de chercher l'aspect positif du combat des autres, notamment. Et face à la censure, c'est la liberté qui règne. Et ma réflexion s'est tournée comme ça. Si je suis censuré, c'est-à-dire que je suis coupé en deux, d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui me reste comme liberté par rapport au fait que je suis désharmonisé? Le choix était de dire que effectivement, le seul moyen, c'est de me couper moi-même et de me diviser en deux. Et c'est plus tout à fait la même chose. Je ne suis pas puni, je fais un choix d'être multiple. Alors évidemment, ça fait référence dans notre histoire humaine ou l'histoire de l'art à Petr Pavlinsky, à Van Gogh, aux esclaves dont on coupait les oreilles quand ils avaient fui. Et il y a toujours quand même un rapport de la liberté avec un emprisonnement social, personnel. Et ça m'apparaissait quelque chose comme suffisamment fort. Et là aussi, voir si j'étais capable d'expérimenter ce rapport-là à la liberté. Ce morceau de moi a été mis dans un petit flacon et proposé à la vente. Le fruit financier de cette vente financera 7 projets dans le monde qui défendent la liberté, en tout cas les droits de l'homme. Donc la réflexion première, c'était de dire, effectivement, si on me coupe en deux et qu'on veuille me censurer, alors je peux effectivement me diviser et renaître cette fois à 7 projets différents pour combattre plus largement et dissocier de mon histoire personnelle quelque chose qui nous concerne tous. La pratique de l'autoportrait, parfois scarifié, criblé de fléchettes, en suspension dans le vide, revient couramment dans ton œuvre. Qui est ce personnage? Une allégorie de l'artiste ou de l'homme du XXIe siècle, un double sacrificiel?
Donc on retrouve sur le sacrifice qui n'a pas du tout de place dans ma déambulation. Effectivement, il y a 1250 toiles, il doit y avoir 1100 portraits. Et c'est vrai qu'au départ, bon, c'était fait un petit peu comme ça parce que j'étais le seul modèle et que c'était le plus simple. Et petit à petit, ça a été un vrai choix conscient. C'est-à-dire que l'histoire de l'art m'a... En tout cas, la manière dont j'ai lu l'histoire de l'art, c'est de voir des gens qui dépeignaient le monde pour ne parler que d'eux. Et je me suis dit que peut-être l'inverse était aussi sympa. Hein, sympa dans le sens intéressant, de voir comment je pouvais me peindre que moi, pour ne parler que du monde. Voilà. Donc le projet initial, c'était ça. C'était essayer de sortir de l'aspect premier de l'image et de la rencontre de l'autre, et de retrouver comme ça ce qui était associé entre moi et nous. Donc, c'est toujours cette recherche. Qui je suis, mais en fait, je-nous, c'est un petit peu pareil pour moi. Donc ce corps, eh bien, il est figuré et il me permet d'être encore une fois multiple pour poser des questions sociales. Et effectivement, là aussi, l'intervention de l'autre va parfaire l'œuvre. Hein. C'est comme ça que je l'entends encore une fois. C'est-à-dire que je fais référence à une œuvre qui est dans l'exposition. C'est un grand autoportrait. Le titre de l'œuvre, c'est Seppuku. Et la personne va avoir la possibilité, comme dans un jeu de foire, de payer une petite partie de l'œuvre qui est déjà dessinée. La toile est divisée en plusieurs petites parties. Il va payer une de ces parties et aura droit de lancer une fléchette sur l'œuvre. La partie qui sera touchée sera détachée, elle sera encadrée. Il repartira avec cette partie de l'œuvre comme un petit cadeau, hein, comme un lot à la foire du trône. Et effectivement, il va manquer une partie. Je vais perdre une partie de cet ensemble. Et la personne n'aura qu'une partie de cet ensemble. L'ensemble appartiendra à plusieurs personnes. Et c'était vraiment une réflexion sur la perte. Qu'est-ce qu'on est capable de perdre pour apprendre encore un petit peu des autres. Et aussi une petite réflexion sur notre système économique. Voilà, on a l'impression qu'on achète un truc qui nous appartient. En fait, c'est une somme d'énergie qui est délivrée par un paquet de personnes dont on est à distance extraordinaire. Et on n'arrive plus à faire le lien entre celui qui a fait et celui qui reçoit. Donc on est prêt à acheter en faisant des économies, dans le mauvais sens du terme, bon marché, ce qui dégrade la condition de l'autre, qui, in fine, dégradera notre condition d'achat dans ce sens-là, mais de producteur pour d'autres. Donc tout ça est un petit peu voilà, posé à plat comme ça. Et c'est aussi un double regard sur la peinture, dans le sens où, effectivement, une image figurative, c'est quelque chose dont le cerveau arrive à reconstituer une définition. Hein. Mais à la fois, à l'intérieur, ce n'est qu'une série de petites abstractions. Et encore une fois, dans la peinture, comme on la dénomme aujourd'hui, figurative, eh ben, n'oublions pas qu'à l'intérieur, ce ne sont que des coups de pinceau. Et chaque coup de pinceau, eh ben, c'est une œuvre de soulage. Donc avoir de gens complètement abstraits, ou pour moi, de références comme à Gazurowski ou à Robert Filiou, et des gens qui n'ont pas toujours rapport avec la peinture. Voilà. Notamment, ici, on est en train de préparer cette interview pour essayer de faire du lien entre vous et moi. Et je me souviens que l'idée première qui avait émané dans ma tête, c'était le souvenir d'une installation de Bruce Nauman en 1993 à Paris, où la pièce était remplie de moniteurs et on avait des chants, et c'était une réflexion sur l'anthropologie, la sociologie, et c'était extraordinaire. Voilà. Mais c'était encore des petites parties divisées comme ça. Et ça me plaît assez de pouvoir, encore une fois, être multiple. C'est peut-être ça aussi l'intérêt d'une production picturale, ou on va dire artistique, c'est de pouvoir se démultiplier comme ça. Il y a dans ton art quelque chose de puissant, de percutant, que certains qualifieront de provoquant. Comment as-tu appréhendé cette exposition qui se tient dans un lieu particulier, une chapelle qui n'est pas désacralisée ? Je n'ai plus de problème avec le contexte.
de vie ou d'exposition. Il se trouve que je suis ici par le truchement de liens humains, d'amitié, d'amour, notamment encore une fois avec Thierry Carrier, qui est le lien fort parce qu'on se suit depuis l'âge de 16 ans et qu'on a eu comme ça des propositions différentes qui nous ont un petit peu éloignés. Mais je reviens encore une fois, ça m'a permis de comprendre les capacités, les qualités de chacun. Et à un moment donné, on nous disait jumeaux. Et en fait, plus j'avançais, plus je voyais la dissociation. Et petit à petit, j'ai appris à apprécier toutes ces qualités qu'un temps je pouvais voir comme des défauts. Et ça m'a permis moi aussi d'apprécier ce que je pouvais lui envier un temps. Pas la couleur de ses cheveux évidemment, mais en tout cas dans ses qualités professionnelles d'investissement. Et donc je suis ici vraiment encore par lien. Et c'est peut-être ça en fait. Pour revenir à la définition de ce qu'est un artiste, c'est quelqu'un qui vit dans le lien, qui fait lien avec. Voilà. Et je pense que tu posais la question par rapport au lieu. Le lieu est un lieu qui a un lien religieux, ouais, certes, mais il est dans un domaine public. Et donc, tout ça est ouvert. Elle n'est pas fermée, la chapelle. Donc, peu importe en fait le contexte. Et tant mieux qu'on aille parler à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées que nous. Je suis profondément laïque, mais comme je le disais pour la politique tout à l'heure, faire le lien, c'est vraiment aller au-delà de soi-même. C'est pour ça que j'invite aussi des gens à me tatouer librement. Et discourir dans un lieu chargé d'une telle histoire, d'une telle beauté, avec ça a du poids, ça nécessite aussi qu'on prenne un peu de temps pour savoir ce qu'on va dire dans ce lieu, parce que c'est important aussi. Au cours de cette exposition, tu as accepté de travailler avec des élèves en arts plastiques de la ville de Brive qui souhaitent pour certains faire de l'art leur métier. Quels conseils donnerais-tu à ces élèves, toi qui as connu l'époque où la peinture figurative était rejetée et a réussi à tracer ta voie en dehors des sentiers balisés? Les conseils, c'est compliqué parce qu'en fait, chacun va devoir faire son chemin avec, encore une fois, son histoire, sa culture, son rapport à la société, à l'art, ses capacités financières et son travail vraiment interne de valeur. Peut-être que j'aurais la grosse prétention de dire quand même à mes enfants, reste libre, entoure-toi de gens qui soient respectueux, sois gentil, généreux et lâche rien. En fait, ne lâche jamais rien. Ça passe tellement vite. On a tellement la possibilité de se perdre dans notre propre réflexion, et par plaisir, bien sûr, hein, comme Sisyphe qui revient du haut de sa montagne. Lâche rien. Libère-toi, fais ton parcours, prends du plaisir, génère du plaisir pour les autres, prends soin aussi des autres comme de toi. Essaye de passer de la confrontation au partenariat. Et comme on le dirait maintenant dans tous les systèmes de soins, prends soin de toi, mais encore une fois, donc prends soin des autres. Et encore une fois, lâche pas tes idées utopiques. Quand j'étais gamin, on me disait « ouais, artiste, mais laisse tomber ». J'avais 8 ans, mais tu vas prendre un vrai métier. Voilà. Ben oui, j'ai un vrai métier. J'ai gardé mon utopie. Tout ce que je fais, c'est pour changer ce monde. Mais comme un enfant de 8 ans. Pas avec d'autres prétentions. Mais il a fallu, sur ce parcours, que j'abandonne mes prétentions. Voilà. En tout cas, le mauvais côté de mes prétentions et la mauvaise partie de mon ego. Parce qu'effectivement, pour durer, il faut d'abord croire en soi. Et parfois, il y a un petit amalgame qui se crée. On en a besoin. En tout cas, moi, j'en avais besoin. De me rassurer parfois au-delà même du nécessaire et développer comme ça une force intérieure qui n'était pas nécessaire du tout et qui altère un petit peu l'image qu'on peut avoir de soi-même. Sébastien, j'ai une dernière question à te poser de la part d'un artiste que tu connais bien, c'est ton ami, il s'appelle Thierry Carrier, il a exposé ici à la chapelle Saint-Libéral. Donc voilà sa question. Si cette phrase de Nietzsche, « deviens ce que tu es » était ton dogme, serais-tu l'artiste que je connais? Je ne m'attendais pas qu'il intervienne dans le questionnaire, donc ça me fait énormément plaisir, évidemment. Je ne m'attendais pas du tout à ce format de questions,
même si nos dernières discussions vraiment formulent ce champ du questionnement. Donc c'est une citation hein, qui est reprise de Nietzsche sur Pindar. Et là aussi, voilà, il y a des précisions à apporter. Il a fallu que je retourne lire un petit peu de texte. Effectivement, deviens ce que tu es. Ah, c'est ça la citation exacte. Et ce que tu es, c'est ce que tu es ici et maintenant. Mais le ici et maintenant, il a déjà fui, il est déjà ailleurs. Et tu as bougé ta jambe, ton stylo, Raphaël, tu es en train d'avoir un mouvement oscillant et Thierry se recoiffe. Donc, ce que je suis par rapport à ça, eh bien, ça va changer tous les jours. Donc, comme je le racontais par rapport à notre histoire intime avec Thierry, effectivement, l'évolution, même à deux éléments, évolue sans cesse. Les distances évoluent sans cesse. Donc, deviens ce que tu es, c'est, pour moi, en tout cas, je le lis comme ça, c'est je pars d'un point, il y a 30 ans, où tous mes choix m'avaient amené dans une situation extrêmement compliquée, qui m'a obligé à reconditionner tous mes postulats, ce que j'ai fait, et effectivement à chercher qui j'étais, quelles étaient mes qualités, que souvent on traitait comme défauts, d'apprendre qu'on a les qualités de ces défauts, et que je n'étais pas pire ou ni mieux qu'un autre. Effectivement, ça a proposé une évolution avec laquelle j'ai réussi complètement à m'apaiser. Alors, je ne sais pas si c'est un dogme ou si c'est juste cette quête du bonheur, mais qu'on a tous, en fait. Et aujourd'hui, je me sens... c'est compliqué de dire que je suis heureux. Je suis heureux dans ce monde fou où on voit sans cesse qu'on a besoin d'entraide. Encore une fois, quand on va en Afrique, c'est insupportable. Pour nous, Européens, hein, bien sûr, eux, ils ont notre point de vue par rapport à leur situation. Mais quand on arrive dans un endroit où une maman a perdu 9 enfants, où les gens sont attachés à des lits avec des chaînes parce qu'il n'y a pas de moyen de les contenir, où des enfants prisonniers se prostituent pour pouvoir bouffer, ouais, je suis heureux. J'ai une chance de fou. Je suis un petit bourgeois. J'ai une chance extraordinaire de vivre ici et maintenant. Mais le ici et maintenant, il se déplace. Et ma condition à la seconde sera différente tout à l'heure parce que le monde change. À moi être suffisamment mobile. Donc, ouais, je suis en quête de continuer à être ce que je suis, sachant que ce que je suis est complètement imbriqué avec ce que nous sommes. Alors oui, merci pour la question. Et comme je le disais tout à l'heure, ce parcours à deux artistes qui a pris de la distance se rapproche encore énormément. Le lien est fort. Et pas juste au niveau de l'histoire, mais on construit encore voilà, une avancée qui est différente, qui est adaptée. Et c'est peut-être ça, l'art, c'est refaire du lien et se proposer un avenir qui soit plus radieux, plus enjoué, avec lequel encore l'idée de l'utopie n'a pas disparu. L'idée d'être artiste peut encore être discutée, peut être encore travaillée. On a une chance phénoménale. Et on est dans un pays qui défend les droits de l'homme, dont c'est peut-être, en tout cas pour moi, la vraie force de notre pays, dans son histoire, même si on ne les a pas toujours défendus, évidemment. Hein. Mais que certains gardent un œil sur ces principes-là, je trouve ça fondamental, et que les artistes ne lâchent pas cet endroit-là, malgré la difficulté économique et toutes les difficultés de réseau, de marché, etc. Si on peut encore conserver ces valeurs-là pour les autres derrière nous, comme nous, on a bénéficié de tout le travail des artistes du XXe, du XIXe, etc., sur toutes les époques. Peut-être je trouve ça assez intéressant que dans cette recherche de qui on est, on puisse aussi garder certains éléments qui ont structuré notre liberté aujourd'hui. Merci Sébastien. Merci à vous. Je ne sais pas si ça sera très compréhensible.